Dans une ambiance conviviale, un nom, une personnalité, un artiste partage son parcours, ses expériences et ses conseils positifs avec les jeunes. Modèle pour préparer la relève par l'exemple. Chaque semaine, rejoignez Alexandro sur la Télé Soleil, chaîne 25, dans Modèle. Modèle, tous les samedis 8h30 p.m. Reprise mardi 9h15 am. Et jeudi 5h p.m. Bonsoir téléspectatrices et téléspectateurs de Modèle. Merci d'être encore des nôtres pour ce nouveau numéro. Merci de suivre chaque semaine Modèle, cette émission qui se propose de préparer la relève par l'exemple. Juste avant de vous laisser découvrir par qui nous serons reçus aujourd'hui, permettez-moi de remercier tous nos commanditaires, tous ceux qui supportent cette émission et de façon particulière nos remerciements à Unique International Fashion. Et à présent, allez découvrir par qui nous serons reçus aujourd'hui. Si vous êtes de ma génération, votre enfance a sûrement été marquée par ce bonhomme en jaune qui, de sa main, montre la direction d'un studio photo. Studio photo qui a été fondé par deux frères, les frères Caillard. Et c'est justement par l'un d'entre eux que nous sommes reçus aujourd'hui. Merci de nous recevoir, Monsieur Henri Caillard. Amis téléspectatrices de la Télé Soleil, amis téléspectateurs de la Télé Soleil, bienvenue à ce nouveau numéro de Modèle. Merci d'être avec nous encore aujourd'hui. Comme je vous l'ai dit lors de l'introduction, nous sommes reçus aujourd'hui par M. Henri Caillard. M. Caillard qui a publié assez récemment un livre qui a eu beaucoup de succès, que ce soit en Haïti ou à l'étranger. On est venu aujourd'hui pour parler du livre, mais aussi pour parler de l'homme qui est derrière ce livre, l'homme qui est derrière l'entreprise, M. Henri, que nous connaissons tous. M. Henri, merci de nous recevoir. Bonjour Télé Soleil, c'est un plaisir pour moi de vous recevoir ce matin. Et j'apprécie le travail que vous faites dans la communauté. Et encore une fois, merci d'être venu. J'ai eu l'occasion de parler à plusieurs personnes, des gens qui ont consommé le livre. Je leur ai demandé pourquoi ils aiment autant le livre. Les réponses ont été assez diversifiées, mais maintenant je vous pose la question. D'après vous, pourquoi votre livre a eu autant de succès? Bon, en fait, il y a plusieurs raisons. D'abord, je peux vous dire que c'est l'originalité du livre. L'originalité en ce sens que j'ai fait des photos. Et les photos, avec les avantages que la technologie m'a apporté, j'ai transformé ces photos-là en peinture. Et je les ai imprimées sur toile. Et de même dans le livre aussi, les photos apparaissent comme des peintures. D'où le titre du livre, c'est Haïti, quand la lentille c'est la caméra, se fait palette. La palette, c'est la chose là que le maintient avec les couleurs. Donc Haïti, quand la lentille se fait palette, parce que la plupart des photos, la majorité, a été transformée en peinture. Et ça a donné d'abord une originalité, comme je vous dis. Et aussi le livre décrit surtout, c'est comme un carnet de voyage de mes périples à travers Haïti. J'ai pratiquement visité tous les coins du pays et j'ai pris contact avec les paysans, les cultivateurs, les gens de l'arrière-pays, comme on dit ironiquement. Et j'ai pratiqué leur coutume, je leur ai parlé, j'ai appris un peu comment ils vivaient. J'ai même dormi chez eux pendant 2-3 jours. Et tout ça, je rapporte tout ça dans des récits dans le livre. Donc ce livre n'est pas simplement un livre de photographie avec des images, mais c'est un récit de voyage. C'est comme presque un petit roman, vous voyez, avec des descriptions qu'il y a. D'ailleurs, il y a des gens qui me disent que les récits sont presque 50% du succès du livre. Justement, c'est assez original parce que généralement, un livre de photographie ne comporte que des photos, mais là, vous racontez des histoires, ça aide beaucoup, ça participe au succès, mais parlons un peu des photos. D'où vous est venue cette idée originale de transformer les photos en peinture? Bon, je vais vous dire, le photographe travaille chaque jour à s'améliorer
Non pas seulement techniquement, mais à s'améliorer au point de vue de conception. Maintenant, la technologie est venue depuis quelques années et a apporté des outils nouveaux. Alors, c'est normal que, de même qu'en vidéographie ou bien en cinématographie, il y a eu des changements dans ce sens, dans le sens de transformation du média, des choses comme ça. Et en photographie aussi, j'ai découvert un moyen où on pouvait altérer la photographie et la rendre, à mon avis, un peu plus agréable à l'œil. Parce que d'abord, il fallait faire quelque chose d'original avec la communication, qui évolue de jour en jour. Moi, je suis en général ce qu'on appelle un pionnier. J'aime laisser les sentiers battus pour avancer et tester autre chose. Vous voyez? Donc, alors je me suis dit, bon, il y avait déjà peut-être plus d'une douzaine de livres de photos publiés en Haïti. Donc, je n'avais pas publié un 13e livre qui allait rester dans un coin, non. Alors, j'ai décidé de faire un livre original, d'abord en prenant les photos, les transformant avec l'aide de la technologie en peinture, et ensuite avec les récits. Parce que la photo, moi ce que je photographie, c'est en général dans ce livre-là, le paysan dans son environnement. Alors si on montre une photo, disons le canne à sucre par exemple, ou bien le paysan dans un champ de riz, sans vraiment expliquer la vie de ce paysan, sans vraiment expliquer le motif de ce travail dans les champs, bon, la photo elle-même devient presque banale. Il faut quand même toujours essayer de situer une photo dans un contexte, dans un environnement, pour que ce que vous avez ressenti et vu lors de la prise de vue, pour que cela se transmette dans l'image que vous présentez. Donc les photos pour moi doivent toujours, mais le plus souvent, selon ma conception, avoir une sorte de description conforme à l'environnement dans lequel la photo a été prise. Mais est-ce que le fait de transformer cette photo, c'est aussi une porte de sortie pour la photographie d'après vous? Parce que vous dites souvent que la photographie est en train de mourir. D'abord, pourquoi d'après vous elle est en train de mourir? Et est-ce que, oui ou non, c'est une porte de sortie d'après vous? Bon, je vais vous dire, moi j'ai des idées d'avant-garde, ok? Je le dis encore, je le répète, je crois que certains photographes ne sont pas d'accord, c'est leur affaire. Moi j'ai ma conception de survie dans un métier que je pratique. Il me faut savoir, c'est comme un échec, il faut jouer à peu près 4 ou 5 coups d'avance. Avec les avancées de la technologie, je vous dis que la photographie, qui est quand même un art, une technique plus ou moins statique, c'est-à-dire que la photo que vous faites est une photo statique, qui ne bouge pas. Or, nous sommes au XXIe siècle, un siècle de communication rapide, où il faut beaucoup de détails, où il faut beaucoup de mouvements. Donc la photographie se trouve confrontée d'abord face à la vidéo qui est un peu plus explicite, qui montre le mouvement, détails, sons, comme ça. La photographie, disons, a perdu ce qu'on appelle de sa magie à une époque où tout le monde avait, même avec un téléphone, pour faire une photo. Autrefois, c'était une photographie comme un magicien qui rentrait dans le chambre de moi et puis envoyait son père avec des merveilles. Mais moi personnellement, j'ai passé des journées entières dans le chambre de moi. Mais maintenant, il n'y a plus ça. Il faut aller vite, il faut des détails, il faut des mouvements. Donc un photographe qui se cantonne, alors je parle de photographe d'art, de paysage et même des reportages photographiques. Si vous vous cantonnez simplement dans l'image fixe, vous allez subitement voir que vous déclinez en tant que photographe, et que vous avez moins de clients, vous avez moins de... Il y a moins d'attention sur vous. Donc il vous faut suivre, d'après moi, le siècle et trouver autre chose pour rendre cette photographie-là plus attrayante. Moi j'ai trouvé, et pour plusieurs raisons, à cause de la communication, qu'il fallait que
que nous nous penchions, nous photographes, vers la peinture. Parce que vous savez que la peinture, à son origine, avait copié la photographie. La peinture, à son origine, les photographes faisaient des photos en grosse chambre noire et allaient mettre projeter ça et dans une grosse chambre noire et peignaient sur le mur plus ou moins ce qu'ils avaient vu. Maintenant, c'est le revers de ce fait. Maintenant, le photographe, moi je présume que le photographe a intérêt à se pencher sur la peinture et pour deux raisons. D'abord, le fait de prendre une photo et de la transformer en peinture. Il y a plusieurs raisons. La première raison, c'est que quand vous photographiez quelque chose, une scène par exemple, un paysage, il y a tellement de détails déplaisants parfois qui apparaissent, surtout dans un pays faible comme Haïti, où parfois il y a un peu de manque de salubrité, il y a un peu de fatras, on peut dire. Parfois cela gâte la photo. Donc maintenant, quand vous prenez la photo, vous la transformez au computer et que vous brisez les lignes, maintenant il y a possibilité quand même d'occulter, de faire disparaître, de boucher, de transformer ces imperfections et maintenant de présenter, de faire monter l'esthétique. L'esthétique, c'est ce qu'on fait dans la photo, de faire monter la beauté de la scène, du sujet. Ouais, donc ça c'est la première raison. La seconde raison, c'est que en près de 40 ans de photographie, je peux vous dire que en 37 ans de photographie, je ne suis pas sûr avoir vendu en tant qu'œuvre d'art plus de 10 ou 15 photos agrandies. En 38 ans de photographie. C'est rarement que j'arrive chez quelqu'un et que je vois une photo encadrée au mur. C'est pas dans les mœurs déjà. Mais depuis que je suis en ce style-là, que j'appelle pintographie, qui est un mélange de peinture et de photographie, je peux vous dire que entre 2009 et actuellement là 2014, je crois avoir vendu plus de 300 à 400 tableaux que les gens accrochent chez eux. Et comment ça m'est venu aussi en tête, la deuxième raison, c'est que je me rappelle une fois, je passais du côté de Delma, du côté des Fleurs de Saint-Louis, et là il y a des types qui vendent des tableaux. Okay. Alors j'ai vu un type qui avait peint un tableau. C'était une fameuse d'Antibonite qui parlait du riz, qui versait un peu du riz dans quelque chose comme ça. Alors j'ai reconnu que c'était une de mes photos. Alors je me suis arrêté et puis j'ai été parler au type pour lui demander le prix de ce tableau-là. Elle m'a dit, ah, on connaît mon cher tableau, ça, c'est pas donc on dit qu'on fait lit. Combien de public en tout cas, 700 $ haïtiens, bien sûr. Je dis, bon, mais qu'on fait un tableau, ça. Je dis, bon, on peut aimer. Je dis, pourtant, on connaissait moi faire photo, son photo copier. Je dis, ah non, t'es toi. Impossible, mon cher, c'est pas impliqué. Je dis, c'est moi qui fais photo. Alors, quand il a vu que j'étais sérieux, je dis, bon, en général, il m'a tout fait. Son photo, moi, mon copier, il me peine. Mais depuis 3 ans que je fais ça là, c'est tout ça qui est dans le marché pour acheter. Je fais un bâtiment, je vais le 4 dans l'école, ou même marier dans tout ça. Parce que par une semaine, je ne vais pas au 4, au produit, tout le monde va passer à acheter. Je dis, bon, il montre mon petit corps. Je dis, non, je dis, au contraire, est-ce qu'on va aller dans l'autre photo comme ça? Tu vois? Alors, moi, j'ai juste fait une réflexion. Je dis, voilà que j'ai fait une photo que j'ai vendue peut-être à l'époque 100 $ haïtiens, la 216 par 20. Le même format, le type n'a fait que peindre cette photo et le vendait à 700 $. Ok, 3500 boules. Alors lui, il faisait son argent, moi l'original, et puis je me tirais bien de ça. Alors je me suis dit, bon, et qu'il y a un moyen de faire pareil. Alors j'ai commencé à imprimer mes photos sur toile pour ressembler un peu à ce qu'il faisait là. Et ensuite, comme par hasard, je suis tombé sur ce système-là de photographie, de transformation computer. Et puis j'ai commencé à transformer mes photos en peinture. Et puis là, j'ai commencé à vendre. Je vois les gens étaient intéressés, tout ça, et puis voilà.
Mais est-ce que les détracteurs ne pourraient pas dire que ça demande moins de talent de faire ça? Bon, pas moins, au contraire beaucoup plus. Parce que d'abord, il faut que la photo soit bonne. Parce qu'une mauvaise photo va vous donner une mauvaise peinture. Si la photo n'est pas bonne, l'éclairage n'est pas bon, parce qu'il n'y a pas grand-chose à changer. C'est la photo que vous, disons, que vous secouez un peu, que vous imitez un peu à la manière des impressionnistes français, pour donner une idée d'impressionniste. Il faut d'abord que la photo soit bonne. Donc il faut un double talent. D'abord faire une bonne photo, et puis ensuite la transformer et la rendre agréable à l'œil. Mais avant que M. Caillard devienne celui-là, celui qui fait la pétographie, il était un photographe, on va dire, comme à l'ancienne. Mais un photographe qui, c'est l'un des premiers à faire passer ce hobby, qui était la photographie, à un stade de business. Donc ça mérite qu'on en parle. Mais avant tout, qui est M. Caillard? Bon. Qui est M. Caillard, qui est un Caillard pour un citoyen haïtien né en Haïti, dans les années 50, qui a fait ses études à Jean-Marie Guillot, au séminaire présidentiel, au centre d'études, qui a passé ses 2 bacs avec succès, et qui a été aux études commerciales, économiste, gestionnaire, tout ça. Et en fin de compte, j'ai choisi la photographie comme moyen rapide de faire un peu d'argent. Parce qu'à l'époque, ma famille avait des mêlées avec le gouvernement des Duvaliers. Donc les portes des universités étaient fermées, à mon frère et moi. Donc il n'y avait pas moyen de faire autre chose que se débrouiller pour vivre. Donc là, comme j'ai un ami qui était photographe, qui venait régulièrement à la maison, et puis on a installé une petite chambre noire chez moi et puis on a commencé à faire des choses et puis j'ai vu que ça rapportait un peu d'argent. Alors je suis resté là-dedans. Donc c'est ça le problème. Donc, elle nous dit quoi? C'était pas que c'est un hobby, c'était pas que c'est un passe-temps. Écoutez, moi je dis que quel que soit le hobby, quel que soit le passe-temps, ça doit se faire avec sérieux. Oui. Vous devez choisir quelque chose. On ne peut pas faire un hobby, excuse-moi, on ne peut pas faire un hobby et puis rester médiocre dans le hobby. Un hobby, il faut aller essayer de faire le maximum de choses pour que ça devienne intéressant pour vous, intéressant pour les gens aussi qui vous entourent. Donc pour moi, il n'y a pas de hobby sans une recherche de perfection. Tout ça. Et puis ensuite, il y a eu plusieurs Monsieur Henry, donc ça rapportait. Bien sûr. Donc si on prend son temps pour se perfectionner dans une chose, ça demande de l'argent. Par exemple, il ne se passe pas 3 mois jusqu'à présent sans que je n'aille suivre un cours sur la photographie quelque part. Maintenant, c'est de l'argent dépensé. Donc maintenant, si vous dépensez de l'argent comme ça, écoute, à un certain moment, j'ai fait un studio, et ça marchait, et parce qu'on a de la qualité, et puis le sérieux aussi. Donc maintenant, on a fait un deuxième, un troisième. Maintenant, on est à 6 sur le studio, entre mon frère et moi, et puis on est au Cap-Haïtien, à Saint-Marc, et puis 4 studios à Port-au-Prince. Est-ce que ça rapporte encore? Bien sûr, ça rapporte, mais ça rapporte un peu moins. Beaucoup moins maintenant. Justement, à cause de ce que je vous disais là, c'est que la photographie a comme perdu de sa magie. Maintenant, les gens viennent rarement au studio pour faire des photos, parce qu'avec leur téléphone, ils font des photos à tout bout de champ. Et la photo qu'ils font au téléphone, ils n'apportent pas cette photo à être imprimée chez moi ou quelque part. La photo ne monte plus sur le papier ou dans des albums. C'est sur Facebook. C'est Facebook, ça va directement du téléphone à Facebook, bien du téléphone à un autre téléphone. Et les studios de photographie tombent presque en faillite. Donc est-ce que vous avez comme projet d'utiliser la photographie partout? Non, maintenant il y a deux monsieur Henry. Il y a le monsieur commercial, qui est le monsieur Henry qui fait les studios, qui développe les photos de passeport, tout ça. Il y a le monsieur photographe, qui est New York, qui fait des photos à travers l'Haïti, pour montrer le pays. C'est 2 choses différentes. Ça ne va pas mourir. Mais les studios se meurent. Donc finalement, il y aura plus monsieur Henry? Bon, Petit bonhomme jaune. bon,
il y aura ça, mais est-ce que ça va durer encore 10 ans? Je crains fort. Je crains fort qu'avec les avancées de la technologie, je ne vois pas une longue vie. Pas pour M. Henry, pour les studios de photographie. Naturellement, il y aura toujours les gens à venir faire un petit passeport. Parce qu'il va arriver un temps où les gens feront leur passeport eux-mêmes. Et certains, ok, les gens feront tout eux-mêmes. Donc, comme studio sauvage est là. Alors vous avez des dizaines d'employés, plein d'employés, on va aller vous les payer. Donc les studios de photographie, je vous assure, ça va disparaître. Le métier de photographe est en danger, parce que même pour les mariages maintenant, autrefois je faisais beaucoup de mariages, je faisais à peu près 1 an de mariage par semaine. Bon, maintenant j'ai cessé de faire des mariages, parce que non seulement les prix ont diminué, le tarif des mariages a diminué jusqu'à 80%. Okay? On pouvait 80% moins pour le mariage. Et maintenant, les gens ont toujours un petit neveu, un petit cousin, avec une caméra assez perfectionnée, mais n'importe quoi. D'abord, qui viennent dans l'église, qui fait des photos. Et bien ensuite, il y a le gars avec la vidéo. On va passer une vidéo d'une caméra Samsung, bien, comment on les appelle encore, Apple ou n'importe quoi. Ils filment. Et puis vous, comme professionnel, vous restez là. Et parfois, la petite photo là, faite, ou bien une petite vidéo faite sur la caméra, est aussi intéressante que ce que vous avez fait. Alors pourquoi les gens vont vous payer $1000 américains, 1500 $ américains, alors qu'ils ont déjà quelque chose qu'ils ont besoin pour envoyer sur ce Donc vous pensez qu'on va faire la photographie? La photographie est en voie de disparition. Non déplaise à ceux qui ne croient pas, parce que je suis photographe, je n'aurais pas intérêt à dire ça. Mais je mets les photographes en garde. C'est une profession. La profession d'abord. Naturellement, il y aura toujours des photographes qui vont dans les reportages, sur les champs de bataille. Elle ne va pas disparaître complètement. Mais je crains fort qu'un photographe dans les temps à venir puisse vivre quand même de son art. Je pense à la technologie. C'est comme les vidéos, c'est comme les gens qui font de la musique, qui font sortir un album et qui se plaignent de ce que cet album-là, on copie l'album et qu'il faut faire ceci, il faut empêcher cela, il doit l'auteur, ça ne veut rien dire. Parce que la personne, c'est la technologie qu'il faut abuser. Et la technologie, on ne peut pas faire marche arrière avec la technologie. Mais la personne, écoute, on a ça qui est facile pour lui. La copier, moi, c'est Internet, la musique là, la confinement. Les gens ne vont pas attendre pour aller au cinéma, aller payer $30 parfois pour aller voir le film, que la personne peut acheter pour $5 dans la rue et voir 50 personnes. Vous voyez? Donc il faut être réaliste dans ce sens. La technologie c'est très bien, mais ça vient aussi avec sa cohorte de problèmes. Vous voyez, il faut s'adapter. Il faut s'adapter. Donc pratiquement c'est le cas de la chose. On va passer à une rubrique, le portrait chinois. Je vais vous poser la question, vous allez comprendre. Si je vous demande, par exemple, si vous étiez un art, ça aurait été lequel? Si j'étais un art. La sculpture. Pourquoi? Bon, la sculpture, je crois que si on regarde les grandes sculptures, de Michel-Ange, des choses comme ça, je crois que c'est assez. Il y a un volume là-dedans qui me plaît assez. Si vous étiez une ville du pays? Une ville du pays, souvent ce ne serait pas Port-au-Prince. Ah, bien sûr. Ce serait peut-être du Cap-Haïtien, des choses comme ça. Oui, Cap-Haïtien, Port-Salut, ce genre-là. À un moment de la journée? 5 h du matin. Pourquoi? Bon, c'est le moment où le jour est tout neuf et que tout est beau, pas de bruit. La nature vraiment est à son niveau le plus intéressant. Et un jour de la semaine? Le dimanche. Pourquoi? Encore la même chose, moi je suis un homme de paix. Et j'aime que tout est en repos, tout est calme, ouais, tout est beau. Si vous étiez une citation? Une citation, il y a tellement de citations.
Il y en a tellement, comment dirais-je là. La vie est belle, il faut la vivre chaque jour. Chaque jour en dépit des difficultés qui arrivent. D'accord. À présent, nous allons observer une pause. Au retour, on va parler de la société. La pause, on se retrouve tout de suite après. Dans une ambiance conviviale, un nom, une personnalité, un artiste partage son parcours, ses expériences et ses conseils positifs avec les jeunes. Modèle pour préparer la relève par l'exemple. Chaque semaine, rejoignez Alexandro sur la Télé Soleil, chaîne 25, dans Modèle. Modèle, tous les samedis 8h30 p.m., reprise mardi 10h a.m. et jeudi 5h p.m. On compte goubouchou ou pas habiller n'importe gens ou soit mettre n'importe bagaille sous vin mettre fraîchesse sous dans Unique International Store qui dans 117 rue Lambert Pétionville puis bas Parc Sainte-Thérèse l'Opéra Gilles. Mesdames, vin faire connaissance avec belle robe soirée, gros marque tant coup Maria Bonita, belle sandales, souliers, bracelets, valises, tout des coups, bottines, jupe, maillot. Nous même messieurs, vin prend belle jean, belle maillot, pantalon, costume, cravate, goyabelle et puis c'est pigo collection yo a un petit crascope tant qu'on dit Doman, Pavarti, tête de la P2, Victorio, Gila Watch et puis Unique International Store, c'est représentant collection Mario-André Salon en Haïti. Pas quitter mon rio pour s'en passer dans Unique International Store, dans Rue Lambert Pétionville, puis à Parc Sainte-Thérèse, et puis mettre précision sur yo. Voilà, de retour après la pause, amis téléspectatrices et téléspectateurs, nous sommes à la partie sociale. Et M. Caillot, d'après vous, quel devrait être le rôle d'un photographe dans la société? D'abord dans la société haïtienne et dans la société mondiale en général. Bon, comme pour tous les métiers, le photographe dépend de son environnement. Le photographe doit être utile à son environnement. Que ce soit une profession, que ce soit un hobby. Il ne faut pas qu'il soit un être nuisible. Vous voyez? Parce que la vie, quand même, il faut essayer d'apporter quand même, dans ma conception, un peu de joie, de bonheur, de soi. Moi, je photographe de la beauté. Je ne suis pas le genre de photographe à photographier les choses macabres, les scènes macabres, la photographie de fond. Moi, c'est pas mon style. J'ai une conception de la vie qu'il faut vivre sans vraiment. On ne peut pas écarter les mauvaises nouvelles, les mauvaises choses, et il faut surtout être à la recherche de ce qui est bon. C'est ma conception. Je ne dis pas que c'est général. Oui. Mais en tant que photographe, comment vous voyez, d'après comment on voit les photographes en Haïti? Bon, il y a une flambée de photographes, une flambée de petits photographes qui grandissent. Bon, malheureusement, ce que je peux dire, c'est qu'ils n'ont pas eu la base de la photographie traditionnelle argentique qui aurait pu les aider à aller plus loin et plus vite. Ouais, ils foncent sur la technologie, ils font des choses apparemment faciles, mais sans avoir vraiment le background nécessaire au salaire de faute quand même. Et ils vont arriver à une forme de photographie, mais pas profonde. Pas profonde. Ouais, c'est dommage parce que je connais beaucoup de photographes qui sont pleins de talent, mais la base manque parce que avec la technologie, bon, il faudrait quand même qu'ils prennent le temps d'aller sur Internet parce qu'il y a des cours gratuits sur Internet. Mais malgré ça, encore les cours gratuits ne remplacent pas ce qu'on appelle les ateliers de photographie. En anglais, c'est des workshops. C'est des stages qui durent une semaine, 2 semaines, ou en 2 semaines, vous apprenez ce que vous aurez pris peut-être 3-4 ans. Donc c'est le second degré. Parce qu'il y a plein de jeunes mauvais talents et qui sont là et qui évoluent sur le marché. Mais maintenant, je vais faire
appelle alors à l'haïtien. Donc, en tout cas, comment vous voyez la société haïtienne actuelle? Une société en pleine évolution, naturellement, mais aussi, comme partout ailleurs, un peu plus chez nous, pourquoi? Parce que nous sommes une société, nous faisons partie de pays sous-développés, avec des problèmes économiques assez cruciaux. Et c'est dommage que la société, comment dirais-je, n'ait pas choisi la société, qu'il n'y ait pas de groupe organisé dans la société qui ait choisi d'orienter la jeunesse et d'orienter cette société-là dans des directions bien précises. Parce que je crois qu'il y a une déperdition qui se fait actuellement au niveau de la jeunesse, exactement à cause de cette flambée technologique. Je prends un exemple. Si vous prenez un jeune aujourd'hui, jeune fille surtout, je ne fais contre, mais cette jeune fille-là, sur une journée de 10 heures, consacre à peu près un minimum de 8 à 9 heures de temps, sur son téléphone. À faire de WhatsApp, c'est des choses qui n'ont aucun rapport avec son esprit, des choses comme ça. Alors qu'autrefois, ce temps serait consacré à être ensemble avec des amis, à communiquer, okay, à faire un peu de lecture, à faire un peu de sport, à participer à une action civique de la société, à être scout ou jossis ou louveteau comme on les appelait. Donc ce manque de communication, la communication se fait surtout par téléphone, il y a un refroidissement, si on peut dire, des rapports humains entre jeunes, les moins de 30 ans surtout, qui est néfaste pour l'avenir d'une société économiquement faible comme Haïti. Donc, moi ça me dérange énormément, mais est-ce qu'il y a une solution? Donc, comme je vous dis, il faudrait avoir des groupes organisés qui prennent des mesures, pas des mesures drastiques, mais qui donnent des alternatives à ces jeunes-là, pour que quand ils oublient le téléphone. Déjà, on a cette histoire de feuilleton téléphonique. Et tous les jours, de Diablo, je ne sais pas, Amalika, des histoires comme ça, qui bouffent 2 à 3 heures de temps de la journée. Maintenant, les WhatsApp, les SMS, écoutez, c'est une grande débauche qui est, disons, qui est nuisible pour le cerveau et pour la constitution même de l'existence de la personne au point de vue du savoir. Voilà, donc moi ça me dérange. Après, on va annoncer avec une autre pause. Au retour, on va parler des jeunes. De la pause, on se retrouve tout de suite après. Dans une ambiance conviviale, un nom, une personnalité, un artiste partage son parcours, ses expériences et ses conseils positifs avec les jeunes. Modèle pour préparer la relève par l'exemple. Chaque semaine, rejoignez Alexandro sur la Télé Soleil, chaîne 25 dans Modèle. Modèle, tous les samedis 8h30 p.m, reprise mardi 10h am et jeudi 5h p.m. Konon kon go bouchou ou pas kabye n'importe jan ou soit mettre n'importe bagay sou vin mettre fraîcheur sou dans Unique International Store qui dans 117 rue Lambert Pétionville pi ba Parc Sainte-Thérèse l'Opéra Gilles. Mesdames, vin faire connaissance avec belle robe soirée, gros marque tant coup Maria Bonita, belle sandales, souliers, bracelets, valises, tout des coups, bottines, jupe, maillot. Nous même messieurs, vin prend belle jean, belle maillot, pantalon, costume, cravate, goya belle et puis c'est pigo collection yo a un petit crascope tant qu'on dit Doman, Pavarti, tête de la Pédus, Victorio, Gila Roche et puis Unique International Store, c'est représentant collection Mario André Salon Haïti.
pas quitter mon Rio pour s'ormetter, passer dans Unique International Store, dans Rilambert, Pétionville, puis Bapak Sainte-Thérèse, et puis mettre précision sur yo. Voilà, de retour après la pause, amis téléspectatrices et téléspectateurs de Modèle. Nous sommes rendus à la partie jeunesse. Monsieur Kaira, comment vous voyez la jeunesse haïtienne actuelle? Bon, elle est comme la jeunesse du monde qui évolue. Elle est dans le contexte aujourd'hui dans lequel nous évoluons. Et cette jeunesse-là n'aurait pas intérêt à suivre ce qu'on appelle le courant mondial d'évolution. Pour une jeunesse est surtout basée sur ce qu'on appelle les plaisirs faciles, comme la rapée, si on fait pareil, la télévision, la radio, des choses comme ça. On trouve la jeunesse en Haïti n'accorde pas assez de place à meubler son esprit, à savoir, si vous prenez l'école jeune maintenant, la plupart des jeunes, vous avez moins de 25 ans, vous leur posez des questions, par exemple, surtout quelle capitale en Europe. Par exemple, de leur parler de l'Islande, de quoi, ou bien de, je ne sais pas, de Berlin, ou de Berlin. Pas facile sur Claude Einstein. Ils vont penser aussi quel rappeur, quel pays, quel côté là. Ça arrive souvent. Donc il y a une tendance à faire les plaisirs un peu trop faciles. La télévision apporte surtout. Et que le téléphone et Facebook et autre chose, il y a une dérive. Une dérive. Alors je pense que l'État lui-même, son rôle de responsable de la jeunesse, devait organiser, disons, encourager surtout. Moi, je vais encourager la création des clubs de zones de quartier. Disons par exemple, à Cité-Soleil ou bien, je ne sais pas, Pétionville, à la Boule, en province, encourager la formation de clubs sociaux, où il y aurait des programmes, les jeunes recevraient des conférenciers, il y aurait des sorties en groupe pour aller par exemple visiter le nord, la citadelle, connaître l'histoire du pays, voyez, et créer autant d'activités pour éloigner ce jeune-là de cette histoire de téléphone ou de l'histoire de musique toute la journée à connaître tous les noms de tous les rappeurs et petits chanteurs à la mode. Vous voyez, ça c'est important aussi, mais je pense que l'État a un rôle de passer à travers les clubs où chaque club serait en compétition avec un autre pour du prestige et maintenant accorder ce qu'on appelle des primes, des bourses d'études, des récompenses, des choses comme ça dans les pays étrangers. Les jeunes les plus méritants seraient invités à aller en Chine. Vous voyez, forcer, tenir le jeune un peu plus loin de son téléphone. Là, on est quand même un temps 1 heure, 2 heures par jour, mais quand même plutôt des activités, des concours littéraires, des choses comme ça, des concours d'édition, comme on fait surtout dans les grands pays. Maintenant, il y a ce qu'on appelle les squeezes. Vous n'avez pas à la télévision, on pose des questions et les gens viennent répondre. Il y a de plein de primes qu'on donne, des primes assez importantes. Donc je crois que dans cette direction-là, la jeunesse est un peu abandonnée. Parce qu'elle ne peut pas se diriger elle-même vers. C'est normal qu'elle se dirige vers des choses faciles, mais l'État a un rôle. L'État a un rôle régulateur. Je crois que le ministère de la Jeunesse et du Sport ou de la Culture devrait un peu plus se pencher sur cette histoire-là. Comment faire les clubs pour maintenir ce modèle de communication entre jeunes, entre clubs, et puis essayer de ralentir. Merci pour votre définition du succès. Ah bon, ça c'est une grosse question. Le succès, comment dire, d'abord c'est une réflexion philosophique, en ce sens que pour chaque personne, le succès a un sens. D'abord, ça a un sens par rapport au vécu personnel de la personne. Disons que, prenons par exemple quelqu'un qui revient d'une jeunesse extrêmement difficile. Il n'a pas eu de la chance
de fréquenter l'école, par exemple, et qui, avec beaucoup de difficultés, arrive à passer son certificat d'études primaires. C'est un succès pour lui. Et pour l'auteur, pour la personne qui regarde cette personne qui a passé le certificat, pour le personne, c'est rien. Mais pour la personne concernée, c'est une grosse chose. Donc le succès, d'abord, c'est une affaire personnelle. Et c'est quel but on s'est fixé dans la vie. Parfois, je vais vous dire, on peut par exemple, je vais donner un exemple de quelque chose qui est à la mode. Je regarde à la télévision de jour, à Marmelade, il y a un club là, de gens qui boivent du terrain et qui chaque année décernent un diplôme au meilleur tafiateur du pays de la zone. On donne le diplôme. Le monde s'apprend le diplôme. Comment ils sont fêtés, parce que ici, pendant 3 jours, il y a alcool, il y a des femmes là-dedans aussi. Il y a alcool, et puis pas indisposé, toujours donner du ballon diplôme. Il y a 10 ans à essayer de prendre un diplôme, ça. Ok, puis pas qu'à prendre. C'est un succès. Le succès, c'est une affaire de comment votre esprit est formaté. Ok, bon, par exemple, si vous réussissez peut-être 50 kg de cocaïne, content son succès. Les gens qui étaient contents de 10 millions de dollars, même si vous volez, fait une dans son succès. Et il y a des gens aussi simples. Dans le champ qui est dans la rue, ok, si je vous dis aller travailler 20 souliers, tout le monde content, ok, et puis rentrer la caille avec un petit bénéfice de 25-30 dollars, son succès. Donc le succès est quand même une affaire personnelle et qui est relatif en fonction de la personne qui est considérée. D'accord. Sans le vous avez tout ce que vous avez, mais vous laissez autre chose, vous voulez pour l'espoir. Ma capacité de discernement, de savoir ce qui est bon, ce qui est mauvais, ce qui est bon pour moi par rapport à mon environnement, et ce qui est mauvais aussi, ce qui peut déranger mon environnement. Parce que je suis un homme, je crois que l'homme dépend de son environnement. Et il faut cette capacité de discernement, pas qu'à faire son prix. Ouais, donc, c'est ça, et garder ma dignité d'homme à tout moment. Si vous étiez dans le jour, vous commencez à se autoriser quoi? La même chose. De l'âge de 0 à maintenant, la même chose, le même parcours, avec des difficultés et des difficultés. Je suis à quelques milliers des yeux. Mais quand je me regarde, moi je me regarde toujours par rapport à ceux qui ont eu moins de chance que moi. Qui sont, que je regarde, qui n'ont pas eu la possibilité d'abord d'avoir ce discernement, ce genre de discernement, de choisir où il faut se diriger, à ceux qui n'ont pas eu la chance d'avoir des parents pour les orienter dans la vie, parce qu'il faut toujours quelqu'un pour les orienter. Je regarde toujours vers ceux qui sont moins bien lotis. Je regarde jamais en haut. Je n'ai jamais eu envie d'être comme quelqu'un qui est. Je me plais surtout, je me fais heureusement. Je suis là parce qu'il y en a qui sont vraiment, qui ont des situations un peu plus déplorables, moins avantageuses. Donc, recommencer exactement la même chose serait pour moi une grande chance de la nature. Parce qu'à recommencer, on va recommencer plus manette. Et ce n'est pas forcément celui qui est en bas ne fait pas d'effort. Et quand même dans la vie, on a fait l'étoile aussi. Ce n'est pas que celui qui n'a pas réussi mais qui a des difficultés, ce n'est pas qu'il ne travaille pas, ce n'est pas qu'il ne veuille pas vraiment avancer. Mais il y a ce qu'on appelle la malchance. Moi, je connais des gens qui ont lutté toute leur vie pour avoir une maison, une famille, et qui ont tout perdu de tout ça. Qui ont tout perdu. Et qui ont dû recommencer à zéro et qui sont mieux maintenant, sont pauvres. Maintenant, la vie a aussi son cortège de malchance. Donc, il ne faut pas vraiment incriminer les gens qui soi-disant n'ont pas réussi. Il y a un facteur de malchance et de chance aussi. Moi, je peux dire que j'ai eu la chance. Et si je veux vivre
et avoir cette même chance, ça m'aurait suffi. Parce que la vie, je vous dis, c'est pas vraiment de ce qu'on a, dans les richesses, dans les choses comme ça. La vie est d'abord la capacité d'avoir une sorte de sérénité intérieure et de n'être pas dérangeant pour son entourage, de sa famille, et d'être comme un petit rayon soleil, quand vous êtes quelque part, où les gens sont là, le chaleur, comment c'est ça la vie. C'est pas la richesse physique. Vous commencez carrément avec la même chance d'avoir autant d'amis dans le pays à l'étranger, assez respecté quand même dans le domaine du métier que je fais, et être bienvenu dans la plupart des strates de la société. Je suis aussi bienvenu dans les quartiers pauvres du pays que dans les quartiers riches, parce que je fréquente tous les quartiers, surtout avec ma position. Je crois que c'est une grande bénédiction. À présent, nous allons observer notre dernière pause et au retour, vous allez conseiller. Là. À la pause, on se retrouve tout de suite. Dans une ambiance conviviale, un nom, une personnalité, un artiste partage son parcours, ses expériences et ses conseils positifs avec les jeunes. Modèle pour préparer la relève par l'exemple. Chaque semaine, rejoignez Alexandro sur la Télé Soleil, chaîne 25 dans Modèle. Modèle, tous les samedis 8h30 p.m, reprise mardi 10h am et jeudi 5h p.m. Konon kon go bouchou, ou pas kabye n'importe jan, ou soit mettre n'importe bagay sou, vin mettre fraîcheur sou nan Unique International Store, qui nan 117 Rue Lambert Pétionville, pi ba Parc Sainte-Thérèse, l'Opéra Gilles. Mesdames, vin faire connaissance avec belle robe soirée, gros marque tankou Maria Bonita, belle sandales, souliers, bracelets, valises, tout des coups, bottines, jupe, maillot. Nous même messieurs, vin prend belle jean, belle maillot, pantalon, costume, cravate, goyabelle, et puis c'est pigo collection, y a un petit crascope, tant qu'on dit Doman, Pavarti, tête de la P12, Victorio, Guilla Watch, et puis Unique International Store, c'est représentant collection Mario André Salon Haïti. Pas quitter mon rio pour s'en mettre, passer dans Unique International Store, dans Rue Lambert Pétionville, puis à Parc Sainte-Thérèse, et puis mettre précision sur yo. Voilà de retour après la pause. À présent, c'est la dernière partie, c'est la partie pour l'invité conseil. Donc, M. Caillard, vous allez conseiller les jeunes. Bon, les jeunes, d'abord les jeunes de quel âge? Moi, je suis un jeune quand même. Les jeunes du conseil. Les jeunes de mon âge, on va dire. Bon, on dit entre de 15 à 25. De 15 à 25, j'espère que pas 15. Non. Bon, qu'est-ce qu'il y a à conseiller? D'abord, ça va dépendre le but que ce jeune-là s'est fixé dans la vie. Parce qu'un jeune, vous avez deux choix. Deux choix globalement, ok? Ou bien vous choisissez de vivre votre vie entièrement, chaque jour, sans vous soucier du reste, sans vous soucier du lendemain. Et ça, vous boire la fière, vous rouler, sous, vous battre monde, vous jouer monde. Ou bien votre vie, vous la vivez en fonction de demain aussi. Parce que vous n'êtes pas appelé à mourir tout de suite, en général. Vous allez mourir dans 50 ans, dans 60 ans, 70 ans. Donc, pour garantir une vie plus ou moins équilibrée, d'abord il faut un comportement par rapport à votre environnement. Et l'environnement, ce qu'on appelle, je n'aime pas le mot société, qui est un peu élitiste, je parle de l'environnement. La structure environnementale a ses exigences. Des exigences qu'elle ne dévoile vraiment pas, mais qui existent. En tant que jeune, l'ensemble de cet environnement, de cette société, si vous voulez, est en train de noter chaque jour les comportements. C'est-à-dire, vous pouvez faire une chose maintenant et puis dans 10 ans. Disons qu'aujourd'hui, vous arrivez à un bal et puis vous
sous, pour craser une table, pour craser une tête de monde, ça. Mais on est bien content, bien ouais, gentil. Mais il y avait la défense. Mais pas étonné, au plus de 10 ans, vous allez demander le travail quelque part. La personne va se souvenir de vous. C'est pas exactement le travail, c'est plaisir. Donc le comportement doit être en fonction surtout du respect de soi, d'abord, et ensuite du respect de la société, de l'environnement. Exemple, personne en Haïti, je dis personne, ne peut me reprocher depuis fait de pays d'avoir eu, que ce soit mort de nos frères, un comportement de la radio, comportement de vagabond, de mental, de sous la société. Sinon, on ne pouvait pas mentionner. Je veux dire, quand on dit monsieur Henry, le succès de monsieur Henry, c'est pas seulement le succès de photographie, c'est le succès de comportement. Ok, on ne parle rien de monde, de choses, de batailles, de choses comme ça. Donc, ça a demandé des sacrifices. Comme Damien, mais moi, depuis à 20 ans, on peut la faire. Et puis, sous, ma poule, mes balles, ma balle, la monnaie dans ta gauche, la personne bien vivre. Et comme je suis un homme de société, j'étais appelé à devenir un homme de société, ici, là, ma vie, la présentation raciale pour un pays étranger. Donc, j'ai dû, peut-être sans effort, parce qu'à cause de l'éducation, que me connaître il faut qu'il y ait un bagage qui va bien dans chez vous. Et que dans 10-15 ans, ma pu marcher la tête haute et ça va m'aider à réussir. Parce que c'est le comportement beaucoup plus de la qualification qui vous ouvre les portes dans ce pays. C'est le comportement. Ensuite, la faculté de se faire des amis aussi. D'abord, pour se faire des amis, sous son vagabond, pas pour des vagabonds comme ça. Pas aucun nous va tolérer. Comme Zambie, il mange la caillou, alors qu'on est à n'importe quel moment qu'à la là. Attention. Donc, je dis, quand il faut me parler avec le radio, je dis à mon cher, on m'a dit ville. Il va vivre dans ça, on va faire ça. Quand il m'a dit, on va plus sous, il va tout le monde. Et puis demain, après c'est le jour bon. Je n'ai pas de chance, on va faire le travail, on va faire jouer. Toutes les choses sont fermées. Je ne vais pas tout savoir pour tout faire. Donc, s'il y a un conseil à donner aux gens, c'est qu'il faut toujours penser à l'avenir. L'avenir. Et deuxièmement, que vous êtes un homme dépendant, quelqu'un dépendant de la société. Ça, moi, c'est ma conception. Vous êtes un homme que vous êtes dépendant entièrement de la société. Et que quand on ne pas à soutenir la vie, on va appeler le monde, on va faire bruit, on va appeler fort, on va déranger le monde. Parce que vous dérangez les gens. Donc, d'abord, c'est ce comportement. Ensuite, nous sommes dans un siècle où c'est la connaissance. Même si tout le monde a l'école, on ne voit ça, bataille, mais il faut quand même partir à faire. Mais il faut essayer de réserver un temps de la journée, que ce soit 1 heure ou 2 heures, ou peut-être pour un journal, si ça va passer en Haïti et dans le monde. Il faut qu'on livre. C'est surtout du Stendhal, par exemple. Du Stendhal. Mon chanteur fait pareil. Au moins, il faut qu'on Victor Hugo, il faut qu'on raconte deux poèmes de Victor Hugo, il faut qu'on qui est-ce qu'il a. Il faut qu'on sait une culture, avant de parler de l'art. Comme ça dit. Il faut que si parce qu'on va arriver au salon, il va parler, et puis disons que on fait dans le financier à Garland, ou que quand même, on va poser la parole. On va parler, on va parler, je ne peux pas parler par Michel Diamant, et je ne peux pas jouer maintenant, vous êtes timide, parce qu'on ne va rien. Donc il faut quand même, parce que lorsqu'on sujet qu'on est, ok, on va prendre un sujet à vous rappeler à ça qu'on est. Vous ne pouvez pas le sujet, et puis vous faites la donne, mais vous nous apprêtez, vous jouez après tout. Mais si tout le monde là pour arriver sur vous, fait de chanter, de rap, de la campagne, il va prendre le dehors. Donc il faut quand même qu'il y ait une petite place pour meubler l'esprit. Ok? Et puis,
Si vous avez l'école côté, vous pouvez parler, vous pouvez discuter, vous pouvez écrire, vous pouvez arriver en public, quand la parole soit sur la papier pour lire. Il faut qu'entrer dans la public, si vous bâtissez un petit monde, vous bâtissez un mariage, on ne coupe pas la parole. Il faut que son monde à part entière, pas un être de plaisir seulement, son être de culture aussi. Tu vois, donc pour moi c'est ça la clé de la réussite. Mais on peut le choix, on va pas faire réussite. On va décider mon cher, je vais avec mon cher, on va pour ça, on va avoir une chance par nous d'accomplir son bagage. On va comme sur les vêtements. Mais on va garantir. Tu vois, donc il y a des sacrifices à faire en tant que jeune. On t'a dit, moi, des téléphones sur les filles, depuis chaud, ça. Il a fait tout le temps, j'appelle ça, ça mettait là, il fait chaud, il fait là, je vais aller à mon shop, ça, tout ça. C'est l'autre qui va mettre on a fait, il faut le faire. L'autre bagaille qui commence à croire avec ça, tu vois. Donc, parce qu'une vie bien remplie, côté ou bien vue, côté où on équilibre, ok, bon, c'est ça que la vie a. La vie n'a pas autre chose, tu vois, c'est un équilibre par rapport à ce qu'on est, ce qu'on représente, et non un être de plaisir, ça prend le carnaval là chaque année. C'est pas ça pour une musique avec le carnaval par cœur. On connaît des filles surtout, qui mangent des poteaux, mais c'est au fiche, on a ça, ils vont tout carnaval, tout jazz net. Ils chantent tout 55 carnaval, ils vont tout. Lundi, on est là, parler de moteur à la mode, qui fait que tout va à la salle. Il va dire deux phrases de la partie, pas de passer l'école. Il va dire, même La Fontaine, on dit, bon, citer le tract, le poème, la poésie de La Fontaine, il va aller au l'hôpital réciter. Je vous dis, ça laisse 7 ans, il va citer le pareil, quand on va dire, c'est pas normal. Comme je l'avais dit tout à l'heure, c'est peut-être le rôle de l'État d'arranger ces choses-là, d'arranger ce problème. Tu vois. Mais le jeune lui-même doit savoir, même s'il n'est pas là pour s'aider, comment prise de conscience fait pour dire oui, est-ce qu'on est en guerre? Est-ce qu'on est là, on parie pour demain? Est-ce qu'on est là, si nous partit, on est là? Même si ma frère ne va pas là, et que je vais apprendre l'anglais, apprendre l'espagnol, apprendre l'allemand, apprendre l'italien. C'est des gens métiers, ça. Même le monde à moitié son métier. Son nom, je vous dis, qu'est-ce que vous allez faire? Donc je ne sais rien faire, mais je parle un peu l'espagnol, un peu l'anglais, un peu l'italien, quelque chose, mais on fait aux enfants. C'est des gens métiers, mais apprendre. Apprendre à parler, c'est à casser le gars sur Internet, autant apprendre une scène en Facebook, autant apprendre une scène sur Internet, c'est pas apprendre des langues gratuitement. Même le chinois. Là, ils sont en train de ça, comme tout ça, on va casser des mots, des fétiques à tout ça, préparer. C'est ça votre conseil? Bon, c'est ce que je conseille pour réussir. On n'a pas réussi, on l'a vu chaque jour, et puis ça fait demain. Donc, merci beaucoup, M. Marie-Tailleur, de nous avoir reçus. Merci pour vos conseils et tout. Ça a été vraiment un plaisir et j'espère que vous allez continuer avec votre photographie et votre photographie. Je fais aussi la photographie et les portraits, tout ça, et je m'amuse un peu. Donc on vous souhaite bonne continuité et j'espère que la prochaine fois qu'on aura venu, vous serez aussi disponible et disposé. Je suis toujours disponible pour Radio Soleil, qui est une radio que Télé Soleil que j'adore. D'abord, vous avez une émission extrêmement intéressante que je suis en général dès que j'ai le temps. C'est l'émission où les enfants viennent chanter. Ça, c'est une merveille d'émission. Je vous dis, là encore, quand je vois, ça dure 2-3 heures de temps. Les petits jeunes qui sont là, ils ne sont pas au téléphone. Ils parlent en écoutage, ils ont chanté, la communication qu'il y a là-dedans, de la façon dont on met ces choses-là. Je trouve que c'est extraordinaire. D'accord, merci. Passer le message, si la Télé Soleil pouvait avoir plus d'émissions dans ce genre-là, avec des jeunes un peu plus âgés. Là, maintenant, c'est les tout petits. Il y a Clown, dans une excellente ville. Mais si on pouvait avoir, pour les jeunes entre 20 et 25 ans, inventer une chose comme ça, pas forcément pour danser, pour chanter,
Mais pour des échanges d'idées, des choses comme ça aurait fait la marque de prestige de cette station de télévision. On va le passer. D'accord. Merci beaucoup. Ok, merci d'être venu et à votre service n'importe quand. D'accord. Ok. Amis téléspectateurs et téléspectatrices, c'est ici que nous mettons fin à ce numéro de modèle. Merci d'avoir suivi.